Caroline Malplatte, en préparant l'interview par rapport à la souveraineté énergétique, vous m'avez dit, mais le biogaz, finalement, c'est magique. Pourquoi c'est magique? Est-ce que vous pouvez présenter un peu, parce que tout le monde ne sait pas exactement comment on fait la méthanisation, et pourquoi ça nous offre cette souveraineté, finalement, dont on rêve tous? Ouais, je vais vous présenter un peu le bio-GNV. Si on fait un peu d'étymologie, dans bio-GNV, il y a bio et il y a GNV. Le bio, c'est comme biométhane, du méthane bio, donc du méthane renouvelable. Le méthane, c'est du CH4, pardon d'être technique. En fait, c'est la molécule que 11 millions de Français ont choisi pour chauffer, pour cuisiner ou pour tout autre usage du gaz, ce fameux gaz renouvelable. À une différence près, ce gaz est renouvelable et il est bio. Il est produit à partir de déchets organiques, des déchets agricoles, des effluents d'élevage, des déchets alimentaires, de cantines, de ménages, des bouts d'épuration, etc. Ces déchets fermentent dans un méthaniseur, une sorte de gros composteur. Et il en résulte 2 coproduits, le digestat, qui est un engrais organique que peuvent utiliser nos agriculteurs et qui présente 2 avantages majeurs. Le premier pour la planète, parce qu'il permet de limiter la pollution des eaux et des sols, puisque c'est un retour au sol, donc ce sont des engrais organiques sans pesticides. Et un autre qui a un avantage pour nos agriculteurs, c'est que cet engrais est gratuit, de fait. Et il résulte un deuxième produit, le biométhane, donc ce gaz qui permet de cuisiner, de se chauffer et de se déplacer notamment. Et ça, c'est là pour moi toute la magie du biométhane, c'est que avant, et c'est en ça que ça répond au thème de cette conférence, avant, on dépensait de l'énergie pour enfuir ou brûler nos déchets et nous importions de Norvège, d'Algérie, de Russie du gaz naturel. Aujourd'hui, nos déchets produisent de l'énergie et ils produisent des emplois locaux. Très concrètement, c'est 4 000 emplois dès 2019, la filière biométhane, et plus de 50 000 emplois à horizon 2050. Ensuite, GNV. GNV, c'est le gaz naturel véhicule. C'est ce gaz, donc cette molécule de gaz de CH4 qu'on peut utiliser dans un moteur thermique. Donc, on prend nos moteurs classiques qui sont éprouvés et on l'alimente avec du gaz plutôt que du diesel. Vous allez me dire, mais si c'est la même chose, en quoi c'est mieux? En quoi c'est mieux? C'est parce que comme il est assez communément admis que une chaudière au gaz est moins polluante qu'une chaudière au fioul, ben c'est exactement la même chose. Un camion au gaz, c'est nettement moins polluant qu'un camion au fioul parce qu'en fait, le gaz naturel, quand il brûle, il émet très peu de polluants locaux. Et d'ailleurs, en fait, tous les véhicules gaz, quelle que soit leur année, bénéficient de la vignette critère 1. Et quand il est bio, en plus, ça permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport à un véhicule diesel. C'est une solution qui est assez éprouvée. Il y a quand même près de 30 millions de véhicules qui circulent dans le monde. Il y en a 23 000 en France. Et comme c'est une solution éprouvée, c'est une solution assez peu onéreuse pour faire écho à ce que disait monsieur le député sur le besoin d'aide. Aujourd'hui, pour le GNV, bio-GNV, les TCO sont assez présents et ces aides sont aussi beaucoup pour les faire connaître. Pour, par exemple, un véhicule utilitaire GNV coûte le même prix qu'un véhicule utilitaire diesel. C'est des solutions qui sont particulièrement adaptées aux véhicules qui parcourent de longues distances et qui transportent des charges lourdes. Par exemple, les bus de la majorité des grandes villes françaises circulent au gaz. Pour vous donner quelques exemples de... Oui. Pour que les gens comprennent, il y a combien de projets aujourd'hui d'usines de méthanisation? Vous m'avez dit que ça a explosé juste avant le confinement. Beaucoup de gens ont envie de maintenant passer à ce biogaz. Oui, alors, pour l'autorisation de ces usines de méthanisation, enfin de ces entités de méthanisation qui injectent ensuite le gaz dans les réseaux de gaz de GRDF, qui sont les réseaux de gaz qui arrivent chez nous pour nous chauffer, ça date de 2011. Donc c'est une filière qui est très récente. 2011, c'était la première expérimentation. Aujourd'hui, à la fin, on a plus de 1100 projets en cours. Et on ouvrait avant le deuxième confinement, je suis désolée, j'ai pas regardé ce qui se passe depuis 2 semaines, 3 entités de méthanisation par semaine. C'est un accélérateur qui est très très fort, il y a un véritable engouement. 70% des entités en question sont des entités agricoles qui sont demandées par des agriculteurs. Donc c'est un vrai complément de revenus pour nos agriculteurs français.
Si on donne des exemples, parce que tout ça, ça s'inscrit vraiment dans la mouvance qui est une mouvance très forte aujourd'hui d'économie circulaire, de Made in France. Quelques exemples. Un récent, une des grosses stations qui permet notamment d'avitailler la grande distribution, les camions d'Île-de-France, se situe à Bonneuil-sur-Marne, qui va être alimentée par la méthanisation des boues d'épuration de Valenton. De la même façon, Angers, la moitié des bus d'Angers circulent grâce à la méthanisation des boues d'épuration de la métropole. Autre exemple assez récent aussi, en Haute-Marne, il y a un agriculteur qui vient d'ouvrir une station directement raccordée à son méthaniseur. Autre exemple, Caroline, et après j'arrêterai là parce que je fais le gendarme, je vous prie de m'excuser, merci. On va revenir. Je vous donne un dernier exemple et après j'ai terminé. Alors allez-y sur le dernier. C'est Carrefour qui utilise les déchets alimentaires des hypermarchés, les déchets alimentaires et qui les méthanise. Les déchets alimentaires d'un hypermarché permettent de faire circuler 40 000 km de camions. J'avais une question aussi sur le GNV. Donc là, c'est pour Caroline. À quand, Caroline, question de Thomas, la mobilité légère en GNV? Très rapidement, c'est pas le cœur de cible des constructeurs puisque la réglementation européenne inflige des amendes aux constructeurs de véhicules légers dès lors que en moyenne les véhicules émettent un certain nombre de grammes de CO2 au pot d'échappement. Ce qui est selon moi une double erreur. C'est une erreur écologique assez forte parce que si on prend en compte l'analyse en cycle de vie d'un véhicule, si je suis caricaturale et comme il s'agit d'une réglementation européenne, je peux l'être, ça incite à rouler à l'électrique en Pologne alors que 80% de l'électricité polonaise est faite à base de charbon. En fait, il vaut mieux rouler au diesel. Et en plus, ça c'est la citoyenne qui parle, mais quand j'ai vu le graphique des constructeurs qui seraient amenés à payer les amendes et ceux qui seraient pas amenés à payer, je me dis qu'on est bien idiots parce que c'est plutôt les constructeurs européens qui seraient amenés à payer les amendes et plutôt les constructeurs des autres continents qui seraient amenés à pas payer. Sachant qu'en même temps l'Europe finance l'emploi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'illogique dans tout ça. Bon, cette parenthèse, malgré le temps étant passé, donc ça incite pas les constructeurs. Donc les constructeurs sont partis très principalement pour le véhicule léger sur une offre électrique. Néanmoins, il y a des véhicules légers qui existent chez Seat. Ce qu'on constate, c'est que comme effectivement la réglementation conduit plutôt à ce que et aussi l'autonomie qui est proposée par est-ce qu'on est aussi, on a plutôt un usage professionnel du GNV et on a plutôt un réseau d'avitaillement qui est un réseau d'avitaillement professionnel. On a 150 stations publiques et ces stations publiques sont quand même des stations où on peut pas nécessairement payer en carte bleue. Donc c'est fait pour les professionnels.